Le 11 septembre 2001, 4 attentats suicides ont eu lieu, perpétrés le même jour aux États-Unis par des djihadistes islamistes Al-Qaïda visant des bâtiments symboliques comme les tours jumelles du World Trade Center et sur le Pentagone. Il y a eu 2977 victimes. Le 7 janvier à Paris a eu lieu l'attentat de Charlie Hebdo orchestré par des terroristes islamistes. Les frères Kouachi ont ainsi assassiné 11 personnes. Parallèlement, Hamedi Koulibaly, complice des deux frères, assassine une policière municipale à Montrouge le 8 janvier. Le lendemain, il tue 4 personnes de confession juive au cours d'une prise d'otage dans une supérette cachère porte de Vincennes. Encore à Paris, le 13 novembre 2015, ont eu lieu une série d'attentats qui sont revendiqués par l'organisation terroriste État islamique. Le bilan est de 130 morts et 413 blessés. 7 jours après, un attentat a eu lieu au Radisson Blu de Bamako. Il y a eu une fusillade et une prise d'otage par des extrémistes armés. 22 personnes sont mortes des suites de cet attentat. Le 22 mars 2016, des attentats ont eu lieu à Bruxelles, en Belgique. C'étaient 3 attentats suicides à la bombe, 2 à l'aéroport et le 3e à Bruxelles dans une rame de métro. Le bilan est de 32 morts et 340 blessés. Le dimanche 27 mars 2016, un attentat suicide a eu lieu dans un parc très fréquenté de l'Est du Pakistan. Il y a eu au moins 72 morts et 340 blessés. L'attentat a été revendiqué par des talibans. Le 28 juin 2016, un attentat suicide a eu lieu à Istanbul par 3 kamikazes à l'aéroport d'Istanbul. Le 2 juillet 2016 a eu lieu un attentat au Bangladesh dans un quartier diplomatique de la capitale. Il y a eu 20 morts suite à cet attentat. À Bagdad, le 3 juillet 2016, 2 attentats ont eu lieu dans le quartier de Karada. Ces attentats revendiqués par Daesh ont ainsi fait 213 morts. Intégriste, c'est-à-dire qu'il est convaincu de détenir la vérité, avec un grand V, hein, et une vérité qui devrait s'imposer à tout le monde. Mais il ne verse pas pour autant dans la violence. Le but des fanatiques, ça peut se dire en un mot, c'est instaurer le royaume de Dieu sur terre. C'est l'idée centrale des fanatiques. Ça y est, ce monde que nous rejetons, ce monde corrompu, ce monde inégalitaire, ce monde qui nous rejette, etc., il arrive à sa fin. Il faut qu'on précipite sa fin. Et pour précipiter sa fin, on va se livrer à des actions violentes pour enfin faire advenir le règne du bien. Ils se suicident en public tout simplement pour exterminer des gens, et eux en même temps. Parce qu'il y a un lien très profond entre la destruction des autres et l'autodestruction. Pour les fanatiques terroristes, instituer le royaume de Dieu sur terre, ou bien mourir, c'est un peu la même chose. Parce que c'est un moyen d'aller directement du mal au bien. Quand on rentre dans une logique, si vous voulez, de pulsion de mort, la mort des autres et la sienne, c'est presque équivalent. S'ils meurent en martyrs, on leur promet le paradis immédiat. Le vieux de la montagne. Entre le XIe et XIIIe siècle, dans une contrée du Moyen-Orient, la Moulette, vivait le vieux de la montagne, fondateur d'une secte musulmane ismaélienne. Il avait fortifié le plus beau et le plus grand jardin où il y avait des fruits, des fontaines de vin, de lait, de miel et des femmes. Le vieux disait que ce jardin était le paradis. En effet, il l'avait organisé conformément aux descriptions du Coran. Dans ce jardin n'accédaient que des jeunes garçons dont le vieux voulait faire ses assassins. Il leur faisait boire un filtre qui les endormait et à leur réveil, ils se croyaient vraiment au paradis. Les dames s'occupaient merveilleusement bien d'eux, de sorte qu'ils ne voulaient plus quitter ce lieu. Le vieux se chargeait de leur faire croire qu'il était un grand prophète. Quand le vieux voulait envoyer quelqu'un de ses assassins, il utilisait le même procédé. À leur réveil, étonnés de ne plus être au paradis, ils se prosternaient devant lui. Le vieux leur disait alors de tuer telle personne et qu'à leur retour, il serait là et les ramènerait au paradis. Les jeunes gens s'exécutaient, puis le vieux et ses hommes furent capturés puis tués.
C'est ainsi que prit fin cette abomination. Après cette guerre, les nations se sont réunies et ont décidé de refonder le système des Nations Unies, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui les Nations Unies. Dans cette refondation, ils ont aussi décidé de créer une agence spécialisée pour l'éducation et la culture et les sciences. C'est justement l'UNESCO. UNESCO, c'est UN, United Nations. ISC, c'est éducation, sciences, culture. Et toutes les cultures ont la même valeur. Il faut les protéger, il faut les promouvoir. Comme une partie très très importante de la vie des sociétés et de la vie des hommes et des femmes. Alors, les sites de l'UNESCO appartiennent à une liste, qui s'appelle la liste du patrimoine mondial, qui est une liste qui a été créée en 1972. C'est une reconnaissance internationale, c'est une reconnaissance mondiale qui a des effets, très souvent des effets très importants au point de vue économique, parce que ça attire des gens, ça attire le tourisme. Parce qu'ils avaient annoncé ça, le gouvernement des talibans, avec les Moullah Omar, non, qui était leur chef, avait annoncé, ils avaient annoncé. Donc nous, on a essayé de tout faire. On a envoyé un autre représentant et qui a passé un mois là pour essayer de convaincre ces gens-là à ne pas faire cette histoire. Et puis on a mobilisé toutes les grandes écoles islamiques, non, du Caire, d'Iran, tout ça, pour essayer de convaincre les talibans, on n'est pas passé à l'acte. On a du mal à faire de la conservation en Afghanistan, c'est un pays très difficile, même compliqué au point de vue, disons, de la logistique. Mais on a réussi à faire des choses très intéressantes, par exemple à sauvegarder justement ce qui reste du site de Bamiyan et sauvegarder d'autres très importants monuments qui existent un peu éparpillés un peu dans les pays. C'est un enjeu compliqué, mais on fait ce qu'on peut. Et nous, on a peur que tout ça continue parce qu'on a vu dans ces dernières 3 années beaucoup d'attaques. Il faut avoir plus de capacité d'intervention, de protection, je dirais surtout de prévention. Quand on dit extrémisme violent, il va tout de suite y avoir une certaine stigmatisation. Donc extrémisme violent regroupe toutes sortes d'extrémismes. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de mobiliser les jeunes. On essaye de renforcer leurs capacités. Par exemple, à travers Internet, on a vu qu'il y avait beaucoup de radicalisation qui était faite à travers les médias sociaux. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de développer des outils et des formations qui vont permettre aux jeunes d'être préparés et de développer eux-mêmes un contre-narratif. La radicalisation à travers Internet est basée sur des productions très attrayante de médias, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de photos, c'est fait de manière très pointue, ça attire beaucoup les jeunes. Donc nous, on essaye de former les jeunes d'abord à pouvoir contrer ce contre-narratif, mais à être elle-même dans une position où elle va pouvoir identifier ceux qui vont les approcher pour reconnaître les messages de radicalisation et les dénoncer. Ce qui est important pour nous également, c'est de mobiliser les médias. Il y a beaucoup de profils. Et ce sont soit des gens qui sont dans des situations un peu plus vulnérables ou des gens qui n'ont pas d'opportunité. Donc c'est à un moment donné un jeune qui ne voit peut-être plus d'avenir et qui décide de choisir la mauvaise voie. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur améliorer, mettre en place un environnement qui soit favorable pour que ces jeunes n'aient pas l'envie de se tourner vers autre chose que la vie qu'ils ont. Ceux qui choisissent à un moment donné une voie autre, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et ça, c'est très important de comprendre pourquoi, pour pouvoir vraiment donner des solutions concrètes sur le terrain. L'extrémisme violent touche aussi des gens qui sont sur place. Et vous voyez, il y a un peu de tout. Il y a des gens soit qui viennent, ou il y a des gens qui sont déjà sur place. Et c'est un peu la problématique qu'on a face à nous, c'est-à-dire qu'on est face à un spectre de personnes qui n'est pas du tout homogène, avec des profils complètement différents. Mais maintenant, c'est un problème qui ne touche pas que la France. C'est un problème qui touche l'Europe, c'est un problème qui touche d'autres régions, qui touchent même d'autres continents. Un très grand sociologue musulman qui s'appelle Khosrow Kamar et qui parle des instruits incultes. Il nous dit il y a des gens instruits mais incultes. Instruits au sens où ils ont une compétence, ils ont un diplôme, en électronique ou je ne sais quoi, en informatique.
mais en réalité, ils sont un culte. La déradicalisation, elle est mise en place dans les pays occidentaux depuis plusieurs années. C'est quelque chose d'extrêmement difficile et qui prend beaucoup de temps. Tout dépend à qui vous avez affaire. Mais si vous avez affaire à des vrais radicalisés, ça prend des années. Pour une raison simple. Il vous perçoit comme un ennemi, simplement même parce que vous raisonnez. Et il exclut la raison. Dans le mot islam, il y a le mot paix. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à, comme je le disais tout à l'heure, à faire que toutes ces images qu'on donne de l'islam aujourd'hui, nous puissions les effacer. C'est vrai que la violence avec laquelle certains ont agi au nom de l'islam, et ça je leur dénie ce droit-là, a été pour nous un choc, je dirais, dans la communauté musulmane. Nous n'avons jamais eu autant de haine, nous n'avons jamais vu autant de haine au nom d'une religion qui est une religion de paix. Aujourd'hui, c'est vrai que la grande mosquée de Lyon est une mosquée importante qui rayonne aussi bien sur la région que, je dirais, même au niveau de la France et même à l'étranger. Notre objectif aujourd'hui, c'est de montrer que l'islam a sa place dans ce pays, que le fait d'avoir une mosquée aussi importante que celle-là, ça nous oblige à aussi être très actifs, être présents dans tout ce qui se passe aujourd'hui en France, notamment comment dans l'éducation, la formation, l'enseignement. Nous sommes sollicités par l'enseignement catholique et parfois par des écoles privées pour faire organiser des débats interreligieux pour montrer que nous avons des valeurs communes. Et c'est très intéressant parce qu'on a le chef de la communauté musulmane, l'imam, il y a le cardinal ou son représentant, il y a moi-même, nous participons ainsi régulièrement à des débats. Nous sommes appelés dans les lycées, dans les collèges, et beaucoup de stéréotypes, beaucoup d'a priori sont balayés par les réponses que nous donnons à tous ces jeunes qui sont influencés parfois par des médias et qui croient que, comme à l'époque de l'Espagne antique, quand on voyait un juif, on croyait que c'était le diable avec des cornes. Vous ne pouvez même pas imaginer qu'un juif était un être normal comme tout un chacun. Donc je pense que le fait qu'une mosquée aussi importante s'implique, c'est aussi la marque, c'est aussi notre manière de vouloir participer à ce vivre ensemble dans lequel tout le monde parle et sur lequel nous sommes très actifs. Quelqu'un qui a reçu une éducation, quelqu'un qui a été socialisé, c'est-à-dire qui est devenu un être humain à travers des institutions pacifiées, sereines, tempérées, recevant une éducation qui lui enseigne que tous les hommes sont frères. Les valeurs des Lumières, qui ont ensuite été matérialisées par la République en France, n'a pas de raison d'être en révolte, d'éprouver de la colère, d'éprouver de la haine. L'école, c'est quelque chose qui peut être vécu comme étant une corvée, comme quelque chose d'imposé socialement, politiquement, mais c'est une chance absolument inouïe, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu en tant qu'élève. J'ai eu la chance d'avoir face à moi qui venais d'un milieu où on n'avait pas forcément fait d'études, j'ai eu face à moi, par la décision de la loi, face à moi des gens qui avaient fait des études, des gens cultivés, des gens intelligents, et des gens qui ont partagé avec moi cette culture et cette intelligence. Mais ça a été une chance incroyable, incroyable, ça a été un bonheur, et c'était gratuit, et c'était la condition normale pour devenir citoyen, il fallait en passer par là. Mais c'est une société incroyable qu'on a là, on s'en rend pas compte. Et c'est précisément cette société-là que certains veulent détruire, parce qu'ils ont bien compris que, évidemment, ces lieux-là, comme l'école, étaient des lieux de formation, d'intelligence, qui étaient dangereux pour eux. C'est pas pour rien qu'une organisation terroriste dont on parle trop en ce moment a dit qu'il fallait frapper les écoles, qu'il fallait frapper les professeurs. Et de notre point de vue à nous, nous avons raison de défendre l'école, les professeurs, la culture, le savoir, la lecture. Formidable ça.